proposé donc de voir comment, depuis quelques décennies, on essaie d'exprimer ce qu'est un établissement jésuite. Le monde a changé, les matières enseignées accordent maintenant beaucoup d'importance aussi aux matières scientifiques, techniques, et donc ce qui faisait aussi le propre donc, de cette aventure des collèges sous l'Ancien Régime finalement. Voilà, maintenant ça a d'autres configurations, et pareil, selon les cultures et les pays, ça a aussi évolué un peu différemment. Le modèle français n'est qu'un modèle, mais sur d'autres continents, ça a pu bouger. Alors depuis quelques décennies, on s'est régulièrement posé la question, qu'est-ce qu'un établissement jésuite? Et comment dire aux parents qui viennent chez nous, ben, voilà où vous mettez les pieds, comment dire aux professeurs, voilà notre projet, comment dire aux élèves, vous êtes dans un établissement qui a un petit truc différent, mais quoi? Et donc c'est une recherche un peu dans le vocabulaire, dans des traits. Alors, en 1973, le père Pedro Arrupe, qui était le père général, résumait en une phrase: notre ambition, c'est de former des hommes et des femmes pour les autres. Une belle façon de résumer finalement le projet d'un établissement jésuite. C'est une phrase qu'on réentend souvent, on l'a gardée en slogan des semaines jésuites, typiquement, mais c'est une façon que l'on aime encore de, voilà, pour résumer le projet. En même temps, c'est quand même assez vague, mais l'avantage, ça peut parler à tout le monde. On a aimé rajouter aussi, depuis quelques années, des hommes et des femmes pour les autres et avec les autres. Voilà, pas simplement on y va et on est au service d'eux, mais on y va avec d'autres et on va avancer avec d'autres. D'une façon assez large. En 1986, il y a eu un travail de ce niveau mondial où on a essayé de trouver les caractéristiques de l'éducation jésuite. Alors, un gros document, donc il y avait plein de sections, 28 caractéristiques. Alors là, autant avant on n'avait qu'une phrase, autant là on avait un catalogue, et ça a été complété par des schémas. En 1993, on aimait bien aussi se dire, bon, concrètement, la pédagogie ignatienne, c'est quoi? Voilà, d'un point de vue pratique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une recherche à la fois locale dans les pays, mais une réflexion dans le réseau mondial pour dire comment est-ce qu'on peut réexprimer donc, cet héritage qui est riche, mais qui forcément, au fil des décennies, se traduit autrement. Et donc un nouveau vocabulaire, mais aussi peut-être une nouvelle insistance. Je ne m'étends pas trop là-dessus pour passer plus de temps, ce qui est plus contemporain. Rassurez-vous, je vais vous l'agrandir par paquet. En 2010, on a fait un travail dans le réseau français. On a rassemblé les gens qui étaient impliqués dedans pour se dire, bon, comment est-ce qu'on peut, en France, redire ce qu'est un établissement jésuite? Et on a produit un texte s'appelant les caractéristiques d'un établissement jésuite, qui correspondait bien au réseau français. Voilà, donc c'est des gens de ce réseau qui exprimaient en gros ce qu'ils avaient reçu et la manière dont ils le retraduisaient, le comprenaient à un moment donné. C'est le logo de l'époque, Ignace de Loyola Éducation. Alors, ça disait quoi? Un enracinement. Il y a une vraie originalité, ça on la revendique, même si on a du mal à la définir à certains moments. Une vitalité, on y tient, que ce ne soit pas une tradition dans du formol, mais une tradition vivante. D'où ça vient? Une pédagogie de la liberté fondée sur l'expérience d'Ignace de Loyola. Donc revenir à une source, une expérience, Dominique en a bien parlé, c'était vraiment au cœur des premiers collèges, comme c'est au cœur de la vie d'Ignace, comme c'est au cœur des exercices spirituels, qui sont, on va dire, la racine expérimentale via la prière, de ce qui peut après nourrir une pédagogie plus scolaire. C'est une façon d'en parler. Qu'est-ce qu'on soulignait dans ce texte? L'accompagnement personnel,
une traduction du terme magis comme faire un pas de plus pour développer le meilleur de chacun, de lui-même, l'élève. C'est-à-dire retraduire l'idée d'avantage ou d'une forme d'excellence, non pas comme une barre à franchir ou un toujours plus, mais le pas de plus qui fait que, étant là, pour moi le magis, c'est d'arriver là. Mais si je suis là, le magis, c'est d'arriver là. Et le magis, pour celui qui est là, n'est pas de faire une élongation pour arriver là-bas. Voilà. Faire un pas de plus en fonction d'où en est la personne. C'est important parce qu'autour de l'excellence, on a pu dire des choses diverses et variées. L'accompagnement personnel, après, comment se met-il en œuvre? On a insisté, et Dominique vous a dit que c'était bien dans la grande tradition où les élèves étaient quand même assez autonomes et travaillaient entre eux, responsabiliser les élèves et revaloriser l'éducation par les pairs. C'est-à-dire que l'élève soit acteur de sa formation, de sa scolarité, pas simplement à se laisser remplir et modeler, mais à être vraiment actif et responsable de son cursus, et concrètement que les élèves entre eux s'aident et qu'il y ait aussi cette forme d'émulation et de solidarité. C'est vrai pour les élèves, c'est vrai aussi pour les adultes. On appelle maintenant les communautés apprenantes, ou aussi comment on partage des expériences, etc. Et puis en insistant sur une dimension de réseau plus large, dont Marc reparlera. On insistait sur le volet enracinement chrétien, et concrètement projet pastoral, donc proposer tranquillement, en toute liberté, une rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ. Donc ne pas oublier la proposition de la foi, la dimension chrétienne qui se vit et qui se dit dans des moments quand même précis, voilà, avec des moyens, en espérant de viser une cohérence. Et que la communauté chrétienne dans l'établissement puisse être aussi visible et porteuse. Ce petit paragraphe, après, a été développé dans ce qu'on a appelé le projet d'animation pastorale, dont les établissements essayaient de s'emparer pour redire un peu ce qu'était une pastorale dans un établissement jésuite. On a insisté sur le sens de la justice, le service, non pas seulement comme un slogan, mais comme une expérience que l'on va proposer ou imposer, puisque si on demande simplement « tu voudrais faire une expérience de service », le jeune ne voit pas forcément l'intérêt de la chose, alors que si on lui dit « tu sais, dans cet établissement, c'est dans le forfait, tu vas t'engager et servir », ils y vont avec enthousiasme en traînant les godasses, et puis après ils disent « c'était super ». Donc, le respect de la liberté implique aussi de faire des expériences qui vont stimuler leur liberté. Bref, faire vivre ces expériences de service, des plus petits aux plus grands, avec le souci de la justice, et un mot qui revient souvent, après pareil, il faudrait voir ce qu'on met derrière, c'est le regard bienveillant, qui s'enracine dans la joie d'un Dieu créateur qui est à l'œuvre, et donc si Dieu est à l'œuvre en chacun, je commence par reconnaître ce qu'il y a de bon et ce qui est en train de grandir. Ce qui n'empêche pas de regarder ce qu'il faudrait faire pour ajuster, mais le premier regard est un regard qui voit la bonté de l'autre. L'esprit de solidarité qui est finalement un avatar, une résurgence de la gratuité ou de l'esprit de justice dont parlait Dominique. Comment faire pour que les établissements restent ouverts à tous et qu'il n'y ait pas de discrimination par l'argent. Sachant que le contexte aujourd'hui par rapport au XVIIe n'est pas le même en France. Enfin, on va évidemment se référer aux exercices spirituels de Saint Ignace, donc
revenez hier soir pour en savoir plus. Voilà, on a déjà évoqué ça avec certains. Et l'appel à ce qui va du côté de l'intériorité, du discernement, etc. Voilà, c'est une manière de dire, bon, quelles sont les touches, les mots-clés, les points d'assistance qui pourront dire ce qu'est un établissement jésuite. Ça, c'est notre réseau en France, donc Tivoli, bien connu évidemment, et puis d'autres lieux que certains connaissent ou non. Alors, de fait, quand on pense qu'il y en avait 90 avant la Révolution, on voit qu'on a réduit la voilure. Mais voilà, ça, ce sont les établissements qui disent nous sommes dans le réseau jésuite, c'est caractéristique, c'est bien les nôtres, ça nous concerne, c'est notre projet. Le logo a changé entre-temps. Alors, dans d'autres pays, on s'est emparé d'autres manières de parler des établissements jésuites. En Belgique, nos voisins, mais il se trouve que les jésuites français et les jésuites belges maintenant travaillent dans une même province, et donc les voisins d'en face sont maintenant ceux de la maison. Il y a aussi un réseau d'établissements sous tutelle jésuite. Eux insistent dans leur communication sur une formulation qui est intéressante, qui marche mieux en anglais qu'en français, c'est les 4 C. Que visons-nous dans un établissement jésuite? Faire que les élèves soient conscients du monde dans lequel ils vivent, compétents pour s'y engager et servir, dans un esprit de compassion, et qui a un commitment, donc c'est le 4e C, mais on n'en a pas le mot français, donc un engagement. 4C, c'est de résumer finalement le projet, de dire un élève qui passe chez nous, notre ambition, c'est que son intelligence se développe assez pour pouvoir comprendre le monde, l'analyser. Voilà pourquoi il y a la guerre en Ukraine. Bon, on peut dire que Poutine est méchant, mais on peut aller plus loin dans l'analyse. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres dans la rue? Essayer de comprendre les mécanismes etc. Être conscient du monde dans lequel on vit, de ses enjeux, de ses mécanismes, etc. Des leviers où on peut agir. Qu'il y ait une véritable compétence, donc ça c'est le sérieux des études, pas simplement pour la gloire universitaire, pour des mentions ou pour des salaires ou des cartes de visite, mais une compétence pour développer des talents qui vont permettre dans ce monde complexe, ayant pris conscience des défis et de mes talents, qui ne sont pas les mêmes que ceux des voisins, et que j'ai développé par un travail sérieux acharné, je vais pouvoir me préparer à m'engager, parce qu'il n'y a pas que la tête qui a fonctionné, mais il y a une compassion, un élément peut-être plus au niveau du cœur, au niveau de la vie intérieure, au niveau simplement de l'amour. On n'a pas simplement fait des grilles, des tableaux pour analyser le monde comme une mécanique, on n'a pas simplement bien fait ses leçons pour avoir des bonnes notes, mais on s'est laissé remuer par la situation de nos contemporains et on se dit mais moi je vibre avec mes contemporains et telle détresse me concerne, tel défi me concerne, tel projet me concerne et donc je vais y aller avec une tête bien faite mais aussi un cœur qui se mobilise. C'est un autre volet. Et du coup l'engagement va être un engagement complet parce que on sait dans quel monde on est et du coup quelle place on pourrait trouver dedans. On n'y va pas simplement avec un peu de bonne volonté et des idées floues, on y va avec une vraie compétence parce que on est médecin, on peut faire quelque chose, on est ingénieur, on peut faire quelque chose, on est pédagogue, on peut faire quelque chose, on est technicien, on peut faire quelque chose, pas simplement en disant j'ai plein de bonne volonté mais je peux rien faire. Il y a une compétence, mais c'est aussi une compétence du cœur qui rejoint le côté, ce qu'on avait avant, des hommes et des femmes pour les autres, avec les autres. Voilà, les 4 C, c'est un bon moyen de mnémotechnique de dire quelque chose. On entend aussi dans le en tout aimer et servir. Voilà. Pour ça, ils ont fait une belle fresque.
Et eux, ils fonctionnent avec des thèmes. Donc, ils ont des cycles de 6 ans où ils travaillent un verbe. Donc, il y a l'année où on se dit, ah, on va travailler relire, la relecture. On va travailler la réconciliation. Dans un monde brisé, comment être facteur de réconciliation. Prendre soin de moi, de l'autre, du monde, voilà. Travailler l'écoute, travailler la collaboration, et puis l'audace de l'engagement. Bon, ça c'est la manière belge de présenter les choses. Bon, c'est voilà, c'est intéressant, et évidemment c'est pas du tout différent. C'est un autre vocabulaire, et ça a été une belle façon de parler des établissements jésuites. En 2017, donc réunion mondiale, là on remis en avant des intitulés, Marc en parlera un petit peu, remettre en avant l'expérience de Dieu, qui est fondatrice dans la vie d'Ignace par les exercices, et puis son expérience mystique, mais du coup remettre cette expérience de Dieu au cœur de nos collèges, parce que c'est la découverte du Dieu créateur qui fait qu'on espère retrouver notre place dans la création. C'est la découverte d'un Dieu sauveur qui fait qu'on peut s'engager pour la réconciliation et pour un monde plus juste. C'est côtoyer le Christ, ami des pauvres, qui fait que nous-mêmes on entre en compassion, etc. Donc voilà, aider nos jeunes dans leur culture. Et l'accès à l'expérience de Dieu prendra peut-être d'autres chemins qu'il y a 50 ans ou il y a 500 ans. Mais voilà, trouver des chemins pour faire expérimenter Dieu à nos élèves, ou les aider à reconnaître que dans ce qu'ils vivent, il y a déjà une expérience de Dieu, même s'ils ne mettent pas le même mot. C'est pas forcément faire une expérience nouvelle, mais c'est parfois les aider à reconnaître qu'ils font déjà l'expérience de Dieu dans une amitié forte, dans un pardon donné ou reçu, dans une parole de vie qui les porte, dans une parole créatrice qui les fait grandir. Tout ça, c'est déjà toucher du doigt et du cœur Dieu. Tradition et innovation, bon, c'est l'objet. Comment revisiter tout ce que nous a raconté Dominique pour se dire, il y a eu un trésor qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, sachant que le monde a beaucoup bougé. Et les jésuites ont pu être à certains moments innovants et créatifs. Comment rester innovant et créatif? Il y a le défi du numérique, il y a la mixité sociale, des nouveaux métiers, des nouvelles psychologies peut-être, avec notre manière de vivre. Comment rester innovant dans cette tradition? Formulation assez nouvelle, même si c'était déjà en germe. 2017, c'est l'année de publication de l'encyclique Laudato Si. Donc prendre soin de la maison commune, c'est plus une option marginale, ça devient vraiment un incontournable, une priorité. Et travailler donc à la réconciliation de l'homme avec Dieu, de l'humanité entre elles et avec la création. Et puis la dimension réseau mondial, que chaque pays a développé un peu sa culture propre, mais retrouver par des connexions une dynamique mondiale. Alors en 2019, mais ce document est tombé quelques semaines avant le Covid, et donc n'a pas forcément produit encore tous ses effets. Donc au niveau romain, mondial, de la coordination des centaines de collèges et universités jésuites du monde, donc ce document invitant à refaire un parcours de relecture, d'histoire, et réinterrogeant donc les marqueurs d'identité. Alors on en a fait un beau kakémono qui est dans les couloirs, que j'aurais pu avoir l'idée d'apporter ici, et qui dit, tiens, aujourd'hui un collège jésuite, on va en parler en termes d'engagement. Dans les collèges, la compagnie, via ceux qui concrètement sont sur le terrain, donc le chef d'établissement, les professeurs, les éducateurs, les administratifs, les parents, qui font partie du collège, finalement, à quoi est-ce qu'on voudrait s'engager à proposer dans nos établissements? Bon, le premier point, c'est d'être catholique. Peut-être que dans certains pays, il faut le rappeler.
Mais être catholique dans une formation à la fois en dialogue avec d'autres religions et d'autres représentations du monde. Donc là, c'est intéressant parce qu'on dit à la fois, bah, les jésuites sont des religieux catholiques, on fait vœu d'obéissance au pape, et donc notre établissement est catholique, qui n'a pas à le cacher. Mais notre manière d'être un établissement catholique, c'est-à-dire universel et ouvert à tous, c'est d'être en dialogue avec d'autres religions et d'autres représentations du monde. Donc c'est tenir deux choses, une identité forte, qu'on ne va pas cacher, mais une manière de la vivre qui soit en dialogue et pas en vase clos ou en modèle sectaire ou rabougri, quoi. Voilà. Donc évidemment c'est un challenge parce que où on met les curseurs. Mais là on nous dit les deux. Voilà. N'oubliez pas d'être catholique et n'oubliez pas que catholique ça veut dire en dialogue et ouvert à tous. L'environnement scolaire sain et sûr pour tous. On voit bien qu'il y a le contexte des abus dans l'Église, et notamment dans les établissements scolaires, y compris les établissements publics. Donc ça concerne tout le monde, mais nous aussi et nous d'abord. Mais il n'y a pas que ces questions d'abus sur mineurs, il y a aussi les questions de harcèlement, d'accord, les questions de pression scolaire, de détresse psychologique, voilà, toute forme de violence. Comment faire pour que l'environnement soit sain et sûr, que les enfants soient bien, qu'on leur foute la paix, qu'on ne les agresse pas, en gros qu'on les aide à grandir et qu'on ne les détruise pas. Alors c'est un vaste sujet, ça a plusieurs facettes, mais voilà, c'est aussi une manière de dire, bon, avant de parler d'autre chose, il faut déjà que les enfants puissent être heureux et ne pas être abîmés par le système. La citoyenneté mondiale, il faudra la définir, mais voilà, les hommes et les femmes pour les autres, une vision large, c'est aussi le côté interculturel et être conscient d'un monde à la dimension planétaire, d'un monde où tout est lié, d'un monde où il n'y a pas que le modèle régional ou hexagonal qui existe, et que donc, là aussi, être un honnête homme au XXIe siècle, c'est être de quelque manière citoyen du monde. Alors, ça ne veut pas forcément dire faire 3 fois le tour de la planète ou parler 20 langues, mais qu'il y ait une conscience, et après il faut travailler évidemment les contenus. La sauvegarde de toute la création, j'en ai déjà parlé, mais on va insister et lourdement pour dire un établissement jésuite ne peut pas faire abstraction de la question écologique. Donc on va faire un bilan carbone de Tivoli, on va se demander s'il faut fermer les radiateurs ou changer les menus à la cantine, est-ce qu'il faut isoler le toit, changer la photocopieuse, mais voilà, enfin on est concerné et on ne peut pas dire que chacun se débrouille avec cette question, mais nous institutionnellement on ne touche à rien. On est concerné et évidemment, vous avez eu des échos de la semaine Laudato Si il y a pas très longtemps ici, c'est aussi comment l'établissement s'empare de la question et comment on aide les élèves, vos enfants, non seulement à être donc conscients, mais compétents et compassion pour s'engager dans cette transition écologique qui est une question de vie ou de mort. Donc voilà, alors ça, il y a 30 ans, évidemment, on ne l'aurait pas forcément mis dans les 10 marqueurs. Aujourd'hui, on dit, voilà, si on veut être cohérent, on est obligé de le mettre. L'engagement pour la justice, c'est pas nouveau. On a entendu les premiers compagnons, voilà, ils s'occupaient des pauvres, ils s'occupaient des malades. Ils voulaient que les collèges soient ouverts à tous. Donc la question de la justice, c'est comment la justice se vit déjà dans l'établissement. C'est un défi. Mais aussi comment on peut permettre d'offrir l'éducation jésuite à tous. Donc là aussi, c'est des challenges. Marc donnera d'autres exemples, etc. Mais c'est... Voilà. Là aussi, c'est incontournable. Voilà, on ne peut pas dire, l'éducation jésuite, c'est ça, mais bon, les questions de justice,
Non, c'est pas optionnel, c'est dans le cœur du... Alors, on aimerait tant que tous ceux qui quittent nos établissements aient une passion, une soif de la justice, et que ça se traduise concrètement. Accessible à tous, on l'a dit. Alors là, il faut être créatif pour se dire comment, en gros, une famille pauvre peut aller dans un établissement jésuite. Alors, soit on fait des établissements jésuites pour les pauvres, Marc en parlera, je caricature un peu, soit dans des établissements où, depuis longtemps, il y a un public plus aisé. Le challenge, c'est comment on peut ouvrir les portes et accueillir d'autres qui sont moins privilégiés par certains côtés, mais qui ont beaucoup à apporter à la communauté éducative sur d'autres plans. Et donc, clairement, à Rome, ils disent un établissement sera vraiment jésuite quand il sera accessible à tous. Voilà. Alors après, comment on ouvre les portes, et puis après, comment on gère des mixités qui sont évidemment des vrais défis. Il ne suffit pas de le décréter. Et on voit bien que c'est pas si simple. Il y a des familles qui n'osent pas taper aux portes d'établissements comme Tivoli, d'autres qui tapent à la porte, puis ils voient qu'ils sont vraiment tout seuls, ils s'en vont en courant. Voilà, c'est pas si simple. Mais en tout cas, c'est une visée, c'est un souci, et d'une certaine manière, on ne peut pas être tranquille tant qu'on n'aura pas tout fait pour que ça soit vrai. L'interculturalité, j'en ai un peu parlé. Alors c'est vrai que dans certains établissements, il y a une grande homogénéité. On habite le même quartier, on parle le même jargon, on va au même club, je ne dis pas de quoi, pour stigmatiser personne, etc. C'est un clan qui se retrouve. Comment faire pour que nos élèves se frottent un peu à d'autres modes de vie, d'autres cultures. Alors on peut faire des voyages ou des échanges, ça c'est une manière. Ça peut aussi se vivre dans l'établissement quand tous les élèves n'ont pas le même prénom ou ne parlent pas la même langue maternelle. Voilà. Alors ça amène d'autres défis évidemment, mais comment l'établissement va permettre vraiment un échange culturel et pas simplement un repli sur une seule culture. Un réseau mondial au service de la mission, Marc en parlera, que l'établissement donc ne soit pas simplement content de lui dans son petit périmètre, mais se connecte à d'autres pour faire jouer la dimension réseau. Il y a des centaines et des centaines d'établissements, alors on le fait évidemment, et donc il y a un tas de liens qui existent, des échanges, des formations en commun, des partages d'expériences, etc. Donc ça fonctionne, et c'est une manière de dire, là aussi, la force d'un réseau comme le nôtre, c'est précisément de faire des connexions à l'échelle de toute la planète, et de partager un tas d'expériences qui nous stimulent. Certains sont meilleurs sur un plan que sur un autre, ça peut encourager les autres, et puis des expériences qui ont marché à un endroit peuvent inspirer, sans être copié-collé, mais peuvent inspirer d'autres expériences. 10 marqueurs. Enfin, l'excellence humaine, qui ne se réduit pas à l'excellence académique. Voilà, il ne suffit pas seulement d'avoir des bonnes notes, même si on est content. Les profs sont contents que les élèves aient des bonnes notes, les parents espèrent que leurs enfants auront des bonnes notes. Nous sommes très heureux d'afficher d'excellents résultats. Mais ce n'est pas le principal. L'important, c'est que les enfants aient une excellence humaine. Parler des humanités, de cette culture humaniste, si c'est juste une machine à avoir des bonnes notes, qui sera plus tard une machine à gagner des sous et à bien fonctionner, on n'a honoré qu'une partie du contrat. Et s'il n'y a pas la compassion, s'il n'y a pas le développement de tous les talents, et Dominique nous parlait du chant, de la danse, du théâtre, voilà, si on n'a développé qu'une forme d'excellence chiffrable et rentable, et qu'on a oublié tout le reste, on s'est trompé d'excellence. Bon. L'excellence humaine qui va prendre la personne en entier, la dimension artistique, créative, spirituelle.
C'est quand même malheureux d'avoir des jeunes qui sont excellents en tout, sauf en confiance, ou en amitié, ou en engagement. Enfin voilà, c'est dommage d'avoir des disproportions avec des parties du cerveau qui fonctionnent parfaitement, et puis des atrophies dans des domaines peut-être plus essentiels. Donc l'excellence humaine, il ne faut pas oublier le mot humaine, parce que là aussi elle peut y avoir des quiproquos en disant un établissement jésuite, c'est un établissement où il y a X% de mention très bien au bac. La question c'est il y a combien de pourcents qui sortent en sachant aimer et servir? Ça c'est la bonne question. S'ils n'ont pas tous la mention très bien, c'est pas grave. Parce qu'un élève qui a mention très bien mais qui ne sait ni aimer ni servir n'apportera pas grand-chose aux autres. Et peut-être pas à lui-même. Quelqu'un qui est peut-être un peu moins excellent sur le plan académique, mais qui a développé le cœur, le sens de l'autre, de la collaboration, de la justice, on peut dire qu'il est dans une excellence humaine. Enfin, la formation permanente, c'est peut-être une manière de dire que c'est pas parce qu'on est sorti de l'établissement qu'on a fini le cursus et que toute sa vie on va continuer, et que c'est pas parce qu'on a suivi 3 sessions avec le CEPI que ça y est, on a tout validé, tout tamponné, on va continuer à se former, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, donc vous honorez parfaitement ce 10e point. Alors en 2022, et c'est tout frais, Monsieur Louis Lourme était tout content il y a 10 jours en revenant de l'Assemblée Générale du réseau à Reims de mettre en petite image une autre manière de résumer finalement ce qu'est un établissement jésuite en France. Donc on veut éduquer à la responsabilité au service, des mots qui reviennent, au magis qui veut dire davantage, mais avec la compréhension que je vous ai retraduite du un pas de plus. Donc le magis c'est pas 20 sur 20, c'est comment je progresse du point où j'en suis. Et passer de 7 à 8, c'est mon magis. De 12 à 13, c'est mon magis. Et de 19 à 20, c'est mon magis. Éduquer à prendre soin de soi et des autres. La création, ça viendra. La réconciliation, la justice, l'écologie intégrale. Donc ça, on l'a bien dit, voilà, c'est pas optionnel. Le discernement, c'est un des thèmes là, dans la semaine jésuite. On en parle, mais on essaie de donner des outils, faire des expériences. Et puis éduquer à l'amour de Dieu, donc quand même ne pas l'oublier. Les exercices spirituels ne sont pas loin, l'établissement catholique n'est pas loin, et c'est repartir de l'amour. Donc voilà, c'est pas un système de valeurs, c'est pas une morale, c'est pas un impératif, c'est une rencontre, une relation, et c'est ça qui va irriguer le reste. Il y a plein d'autres manières de parler d'un établissement jésuite. Ça, c'est des affiches qu'on a faites récemment sur des mots-clés de la pédagogie. Alors en fait, chacun, lorsqu'il fait son poster, son PowerPoint, son lot d'affiches, va mettre des mots en avant. D'autres manières de parler d'un établissement jésuite. On retrouve des mots-clés, puis il y a des petites variantes, des petites harmoniques. Voilà. Là, on a mis des verbes pour être sur un dynamisme, une action. On retrouve des mots qu'on peut avoir dans notre jargon, relire, discerner, accompagner, lutter. Et puis unifier, l'excellence humaine, prendre toute la personne, l'écologie intégrale, la cohérence. Approfondir, ça va être l'intériorité, la vie spirituelle, mais aussi l'exigence intellectuelle, la compétence, le magis du côté scolaire. Regarder, trouver Dieu en toutes choses, contempler, le regard de bienveillance, voilà. Pédagogie du désir, qui va être au cœur donc la liberté, du discernement, de l'engagement. S'engager avec d'autres pour d'autres. Voilà. Oser davantage, on reste sur le magis, etc. Tout ça, c'est des déclinaisons de ce qu'est un établissement ou de différentes manières de parler du projet.
Alors, ceux qui étaient là hier soir, désolé, on va remettre un coup les PAU. C'est quoi? C'est que dans la compagnie, on a reparlé pour toute la mission de 4 grands axes. Alors, il fallait en parler ce soir puisque la semaine jésuite est structurée sur ces 4 préférences apostoliques. C'est-à-dire que pour les 10 ans actuels, la compagnie se dit dans toutes nos missions, il faut que ces 4 dimensions apparaissent, soient honorées, soient inspirantes, etc. Alors je vais vous montrer la petite vidéo du Père Général qui nous raconte ça. Je vous donnerai juste quelques exemples de ce que ça peut donner comme défi contemporain. ¿Y si Dios te hablara? ¿Qué te diría Él? ¿Puedes oír esto? ¿Puedes oír su llamado? Durante los últimos 16 meses, la Compañía de Jesús ha estado discerniendo cómo responder mejor a las exigencias actuales de la misión que le ha sido encomendada. Somos un grupo grande, esparcido por todo el mundo, formado por jesuitas y muchas otras personas con las que colaboramos en la misión de la Iglesia Católica. Somos seguidores de Jesús, el Señor crucificado y resucitado. El proceso ha culminado con la aprobación y confirmación del Papa Francisco. Por eso hoy anunciamos las 4 preferencias apostólicas universales para guiar el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en los próximos 10 años. Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. La condición es que nosotros, los jesuitas, seamos hombres de oración y profundamente arraigados en Cristo para poder compartir con quienes colaboramos en la misión y todas las personas de buena voluntad este tesoro espiritual. Porque somos un grupo que discierne, nos comprometemos también a difundir el discernimiento como modo de tomar decisiones en sintonía con los deseos de Dios para la humanidad en todos los campos en los que nos movemos en nuestra vida y trabajo. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Esta es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Queremos caminar con ellos, discernir estas posibilidades y encontrar a Dios en las profundidades de la realidad. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. La actual crisis ambiental está afectando de manera particular a los pobres y vulnerables. Como seguidores de Jesús, junto a todas las personas de buena voluntad, queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. Todavía podemos cambiar el curso de la historia. Aceptamos la invitación a formar parte de ese cambio, poniendo en práctica en nuestra vida y misión estas 4 preferencias. Le animamos a que aprenda más y lleve a cabo estas acciones con nosotros, para que todos respondamos al llamado de Dios, expresado a través del clamor de este mundo.
On a donc 4, on pourrait dire, axes de travail ou grands chantiers. Alors qu'est-ce que ça peut donner d'un établissement? Montrer la voie vers Dieu à l'aide des exercices spirituels et du discernement. C'est la PAU d'aujourd'hui, les enfants et les grands ont eu un beau petit signet à ce sujet. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui d'un établissement? Comment est-ce qu'on éduque concrètement à l'intériorité? Est-ce que nos établissements sont des lieux d'attention, de silence, de présence? C'est-à-dire structurellement, voilà, est-ce qu'on court partout, on est agité, ou est-ce qu'il y a vraiment une éducation par le quotidien de l'établissement à un certain climat? Suivant une salle d'études silencieuse, les élèves concentrés, on se dit, bah ça y est, on y est, quoi. Proposer effectivement, et ben, tous les 4 ans, pendant une semaine jésuite, mais régulièrement, effectivement, des exercices spirituels, c'est tout le projet de la pastorale, de faire en sorte qu'il y ait une vraie éducation possible à la prière, et que cette pédagogie des exercices spirituels, que ce ne soit pas juste un discours de temps en temps ou une expérience ponctuelle parce que les jésuites sont de passage, mais que vraiment dans la manière de vivre la découverte de la foi chrétienne, ces exercices soient présents. Et donc des exercices à la mode 2 et puis les exercices spirituels tels que Ignace les propose, à quel moment on ose les proposer aux parents, aux professeurs, aux animateurs pastoraux, etc. Ça se fait, hein, mais voilà, c'est dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'un établissement. Former à la relecture comme écoute intérieure, Marc passe du temps en ce moment avec les premières, par la semaine jésuite, c'est comment cet outil de la relecture, qui bien sûr pour nous a un sens chrétien très profond, mais peut aussi se décliner, même pour ceux qui n'ont pas la foi, au moins relire sa vie, voir ce qui se passe en soi, faire une bonne introspection, c'est déjà bien. Comment faire cette écoute intérieure? Et est-ce que l'établissement institue des temps systématiques de relecture? C'est bien que Marc en parle une fois de temps en temps, tous les 4 ans aux élèves, mais est-ce que de fait l'établissement, au bout d'une période, en fin d'année, en fin de cycle, en fin de journée, j'en sais rien, propose des temps pour que cette relecture soit pratiquée? Pareil, les outils pour le discernement, bien placés pour savoir qu'on en donne ici, puisqu'on nous demande de les donner, donc c'est que c'est bien honoré. Mais voilà, comment est-ce qu'on éduque les jeunes au discernement? Et puis, si on veut qu'il y ait des publics variés dans nos établissements, que ce soit catholique au sens large, ça veut dire aussi que les propositions pastorales doivent être créatives et tenir compte du large éventail du public. Évidemment, on ne proposera pas la même chose à ceux qui sont des chrétiens engagés, ceux qui sont des chrétiens curieux ou lointains, et puis ceux qui clairement ne sont pas chrétiens et n'ont pas envie qu'on les fatigue avec ça. Mais on peut quand même leur proposer quelque chose qui aille du côté de montrer la voie vers Dieu. Voilà un type de défi. Et voilà, alors concrètement, ça se fait, hein, pas à se flageller en disant qu'il n'y a rien, au contraire. Il y a énormément de choses, et il y a peut-être des choses qu'on peut aussi approfondir, amplifier, systématiser, pour que ça soit moins anecdotique ou moins marginal, mais beaucoup plus structurel et prégnant. Marcher avec les exclus, vaste volet aussi. Le détail, c'est marcher avec les pauvres et les exclus de notre monde, ainsi qu'avec les personnes blessées dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice. C'est quand même très large. Les blessés et les exclus, ils peuvent être d'Antivoli. Ils ne sont pas à l'extérieur sur le trottoir. Donc déjà en interne, il y a toute une attention sur l'accueil de tous, l'accueil de chacun avec ses blessures et ses pauvretés, mais aussi évidemment comment s'intéresser à tous ceux qui sont autour. Donc ça peut commencer par l'ouverture à tous, comment d'autres peuvent rentrer et comment nous sortons à leur rencontre, la mixité sociale dans nos établissements,
Donc, gros défi. L'intégration heureuse des différences. Encore une fois, c'est pas tout de dire Yaka, Faucon. On voit bien que c'est pas simple. Des élèves porteurs de handicap, comment on peut les intégrer de manière heureuse dans une école? C'est un challenge. On essaye, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, il faut se poser la question, essayer des choses. Au cas où ils ont tenté une petite classe français langue étrangère pour des migrants. C'est pas évident d'avoir dans une classe 3 personnes qui ne parlent pas français. Faut pas rêver, se dire Yaka, on ouvre les portes et ça marche tout seul. Mais ça vaut le coup d'essayer, de se dire comment on essaie d'intégrer et quels moyens on se donne pour que ça se fasse de manière heureuse des publics différents. Faire expérimenter la joie d'aimer et servir, comment les élèves, mais aussi les adultes, auront de véritables expériences de service qui seront des expériences suffisamment heureuses pour que ça ne devienne pas une corvée ou un truc imposé par l'établissement, mais quelque chose qui fait partie de notre vie. Servir, c'est la devise de telle grande école aussi. Voilà. Concrètement, instituer un pass consistant, projet d'action de solidarité. En gros, on force les élèves à s'engager, à avoir une expérience de service. Alors voilà, c'est plus ou moins bien vécu, mais ça porte beaucoup de fruits. La question, c'est est-ce que c'est un petit vernis ou est-ce que c'est une expérience suffisamment forte et dense pour que ça marque le cursus? Voilà, si on a fait 2 heures SAPA sur 12 ans de scolarité, on ne peut pas dire que ce soit un marqueur extraordinaire, une marque de fabrique. Mais si quelque chose de fort a été vécu et si sur tout le cursus il y a cette éducation à la solidarité, au souci de l'autre et autres, ça structure vraiment des hommes et des femmes pour les autres. Les anciens élèves peuvent témoigner que c'est le cas. Voilà. Mais ça veut dire que dans l'institution, concrètement, des moyens sont pris. Et comment donc avoir une visée à plus long terme. Alors, cheminer avec les jeunes, dire c'est évident qu'un établissement scolaire, il fait ça tout le temps. Oui. Mais accompagner les jeunes dans la création d'un avenir porteur d'espérance, en 2022, après le Covid, avec la guerre, la crise écologique, les abus dans l'Église, un monde qui vieillit, et tout ça, les accompagner dans la création d'un avenir porteur d'espérance, c'est pas simplement faire tourner un établissement scolaire. On voit bien que c'est pas tout dérouler le programme de l'éducation nationale, il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Ça peut passer par connaître et comprendre vraiment la génération actuelle. Ça va de plus en plus vite, les générations, on est de plus en plus vite largués. Mais voilà, comment est-ce que on s'intéresse vraiment à ce que vivent et pensent les jeunes aujourd'hui, sachant qu'il y a 10 ans, c'est déjà autre chose. Bon. Se mettre vraiment à leur écoute. Est-ce qu'on peut les associer au discernement à la vie de l'institution? Alors, il y a des conseils, il y a des délégués, il y a des concertations, etc. Voilà. Comment est-ce qu'on demande aux jeunes comment ils voient le monde et comment on peut les accompagner? Est-ce qu'on les rend vraiment acteurs de leur formation et comment? Alors, il y a les équipages, les chefs d'équipage par exemple, il y a les éco-délégués, il y a les formations des délégués au primaire, enfin, il y a plein de trucs. Hein. Mais voilà, c'est comment ça se décline, qu'ils soient vraiment acteurs. Où sont les signes d'espérance en ces temps difficiles, de notre côté? Est-ce qu'on est capable de leur montrer qu'un avenir est possible? Est-ce que nous-mêmes, on y croit assez pour ouvrir ces chemins? Et comment eux-mêmes peuvent être signes d'espérance? Est-ce qu'on leur donne des outils, compétences, des outils intellectuels pour rendre compte de cette espérance? Au-delà de dire, oui, j'espère vaguement, mais concrètement, qu'est-ce qui te fait espérer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Sur quoi tu peux t'appuyer? On ne sait pas trop ce qu'ils auront à vivre, mais on sait que c'est eux qui devront discerner. Comment est-ce qu'on leur donne des outils de discernement? En gros, ce qu'on leur dit, c'est
je ne sais pas ce que tu auras, dans quelle situation tu seras dans 10 ans, mais je peux peut-être te filer les outils pour que tu puisses te débrouiller dans 10 ans. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Et puis, comment est-ce que nous, les vieux, nous pouvons les encourager à une vraie créativité? En disant, mais voilà, le monde il continue à se construire, bon, il y a un tas de trucs qui s'écroulent, qui se cassent la gueule, bon, c'est peut-être pas là qu'est l'avenir, très bien, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire émerger? Des nouvelles manières de travailler ensemble, des nouvelles manières de se rapporter au monde. Nous, on peut vous accompagner, on a une expérience, on a un trésor, on a une tradition, voilà, enfin, on ne va pas vous abandonner, mais comment vous allez être créatifs, les plus jeunes, pour que ce monde soit le vôtre et pas simplement les ruines qu'on vous laisse, quoi. Voilà, porteur d'espérance. Et enfin, et Marc pourra arrêter de trépigner, prendre ça de notre maison commune. Alors, le sous-titre, c'est « Travailler avec la profondeur de l'Évangile à la protection et au renouveau de la création divine ». Donc c'est un travail. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre à un moment donné. C'est un travail, on réfléchit, on se forme, on étudie et on se bouge. Bon. Et on le fait au nom même de l'Évangile. C'est-à-dire on ne peut pas être chrétien et laisser tomber la question de la transition écologique en disant ça ne me concerne pas. Bon. Cela dit, il ne suffit pas de faire de l'écologie comme tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce qu'on nous demande, c'est de le faire avec la profondeur de l'Évangile. Et il y a des grandes nuances dans ce que doit être l'écologie. Or, du point de vue chrétien, l'écologie, c'est pas n'importe quoi. Il y a une vraie profondeur. Et il s'agit de laisser le projet de Dieu et l'homme au cœur donc, de notre conception du monde, mais relié au respect de la création. C'est-à-dire que dans le chantier écologique, dont on n'a pas le monopole et où d'autres sont beaucoup plus engagés que nous, on a quelque chose à apporter d'original. C'est qu'en 2000 ans de christianisme, on a quand même pensé, expérimenté, élaboré des choses. Il y a une vision de l'homme, de Dieu, du monde, qu'on n'a pas envie de mettre au placard pour laisser d'autres types d'écologie prendre le dessus. Et donc avec profondeur et foi, nous avons à nous engager, et donc à aider la nouvelle génération à s'engager dans la transition écologique, mais avec ces fondamentaux chrétiens, si possible. Donc ça veut dire, je l'ai évoqué, saisir toute la vie de l'institution, c'est pas simplement bassiner les élèves pour qu'ils mettent leurs trucs dans la bonne poubelle, et que nous on fasse rien, c'est que l'institution s'interroge sur la cohérence. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des travaux dans les bâtiments. À la cantine, il y a certainement déjà des réflexions sur le gaspillage, le tri, les menus, la consommation de viande et tout. Peut-être qu'un jour, on viendra vous embêter sur les voyages scolaires. On fait ça au cas où, je vous ouvre une parenthèse, comme ça vous titillera. Parce que donc, au CA, on a évoqué le changement des photocopieuses. Et alors, au cas où, je ne trahis aucun secret, il y a 2 millions de photocopies par an. C'est le problème quand les machines marchent, on fait des photocopies. Ici, les machines ne marchent pas, on économise le papier. Bon, il y a d'autres problèmes, j'ai cru comprendre. Mais voilà, alors on s'est dit, mais 2 millions de photocopies, pour un état, il y a 2000 élèves, hein, c'est à peu près semblable. On fait une recherche internet, c'était plus de 250 arbres saccagés. On s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est le parc du Kaouzou, c'est à peu près ça qu'on bousille chaque année. Donc on se flagelle, machin et tout, comment réduire les photocopies. Bon. Et puis, il y a un prof qui aime bien faire des photocopies, qui continue la recherche pour dire, mais ça représente quoi finalement, ces 2 millions de photocopies? Ça représentait en gros 3 tonnes équivalent carbone, sur un an pour l'établissement. Et nous, on avait en tête le travail sur les voyages scolaires, où quand on fait un aller-retour à New York, un élève qui fait un voyage scolaire, c'est 2 tonnes équivalent. C'est-à-dire que 2 élèves qui vont aux États-Unis, ils ont plus pollué que tout l'établissement avec ces 2 millions de photocopies.
Bon, c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est ce genre de questions dont les établissements vont devoir s'emparer s'ils veulent être cohérents et puis se dire on prend au sérieux la transition écologique. Mais ça veut dire avoir un peu une compétence aussi, parce qu'on peut s'exciter sur 3 ramettes de papier en croyant qu'on est en train de sauver la planète, mais si à côté de ça on continue à envoyer 30 élèves aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même échelle. Je ne dis pas ça pour vous arrêter les voyages aux États-Unis, mais vous pourrez vous poser la question en CA. Enfin, en tout cas, au cas où on parle de ça, alors vous imaginez les débats qu'il y a, parce que tout le monde est d'accord pour que l'autre arrête son voyage polluant, mais enfin, on va quand même pas nous se priver d'un truc super. Mais c'est pour dire que si on veut entendre ça, et si on veut entendre le marqueur, on prend au sérieux la sauvegarde de la maison commune, il faut qu'on ait le courage de poser les questions qui fâchent. Or sinon, Xavier de Bénazet va dire des trucs magnifiques, on va aller écouter des oiseaux au parc bordelais. Demain matin, non, après-demain avec les 3e, on va faire un petit temps d'intériorité pour dire c'est beau la création. Enfin, si derrière, il n'y a pas un acte fort et des modes de vie qui changent, dans 10 ans, ils vont nous dire vous n'étiez pas très cohérent dans votre truc. Et bien vous viendrez jeudi soir écouter Xavier de Bénazet vous dire des choses précises et concrètes sur le sujet. Il est déjà venu pour la semaine Laudato Si, donc je sais que vous êtes en plein dans le sujet. Voilà. Mais pour dire que ces 4 PAU qui ont l'air très générales, ça peut vraiment nous stimuler, nous déranger aussi dans le quotidien d'un établissement scolaire. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est normal. Et je laisse Marc Dehaut élargir l'horizon et vous parler de choses voilà, plus lointaines et plus proches, et donc d'autres manières qu'à la compagnie de vivre ce projet pédagogique et ces beaux marqueurs. C'est comme une conclusion qui va essayer d'ouvrir, et puis il y aura plus d'images. Voilà. Donc, voilà, ça va égayer la fin de notre propos. Du coup, élargir un peu l'horizon. Finalement, on en a déjà parlé quand on s'est dit qu'il y avait des documents qui nous venaient de coordination internationale des jésuites. Et donc, on voit un peu ici l'organisation finalement continentale, intercontinentale des établissements scolaires de la compagnie, qui se constitue donc dans un réseau mondial d'écoles jésuites, qui a après un joli plan qui nous dit le nombre d'établissements présents dans chaque pays. Voilà, ça donne un peu une idée, il n'y en a quand même pas exactement dans chaque pays, mais il y en a quand même beaucoup de pays, et plus ou moins grands, et ça introduit aussi déjà d'autres types d'écoles. On a le réseau traditionnel de la Compagnie de Jésus, les écoles traditionnelles, donc celles qu'on a un peu partout. Il y a le réseau Fé Alegria dont je vais vous parler, d'autres réseaux éducatifs. Il y a même dedans le réseau des services Jésus des réfugiés qui, dans les camps, notamment, organisent des écoles et des universités. Donc ça permet vraiment d'élargir l'horizon. Plus fort. Voilà, d'élargir l'horizon sur les dynamiques qui sont parfois diverses selon les pays, selon la présence de la compagnie et les situations locales. Voilà. Si on prend le Tchad par exemple, on voit qu'il y a à la fois des réfugiés, il y a des défavorisés, puis des écoles traditionnelles. Donc ça donne une idée du réseau mondial. Et pour essayer de faire travailler ensemble, donc, il y a les délégués de chaque pays, de chaque province qui peuvent se retrouver à Rome pour discuter, mais aussi avec les nouveaux moyens. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Educate Magis, voilà, qui ressemble un peu à ça quand on va dessus, donc ça peut être en français aussi, pour à la fois on va explorer le réseau, mais aussi avoir tout un tas de formations et de collaborations sur un certain nombre de thèmes qu'on a envie de travailler. Donc on retrouve mission et identité, donc cette question quelle identité catholique dans des pays comme l'Inde par exemple, comment on forme à la fois chrétienne ou à d'autres fois d'ailleurs, comment on vit la citoyenneté mondiale, une communauté globale, comment on échange
au niveau voilà, du monde entier. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a comme réunion, comme formation. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller découvrir. Voilà, c'est en accès. On peut aussi avoir voilà, se connecter, avoir des accès privilégiés quand on s'inscrit. Voilà, donc on en a déjà parlé. C'est l'occasion de redire aussi finalement ce travail international, et c'est donc de redire des choses sur qu'est-ce que c'est l'éducation jésuite aujourd'hui. Donc voilà, ça donne des éléments. Je reviens juste sur ce congrès qui a eu lieu en 2017 à Rio de Janeiro, du jésuite engagé dans l'éducation, donc des délégués. Et il y a eu un discours qui a bien marqué du père général Arturo Sosa, et notamment, je renote, c'est les 6 défis qu'il avait relevés. L'innovation pédagogique, l'éducation pour la justice, le respect et soin de la maison commune, la protection des mineurs et des personnes vulnérables, la question de la formation religieuse et l'éducation à la citoyenneté. Il y a plus que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Voilà, donc ça donne un peu les... On est arrivé à 10 après, mais voilà, ça donne ce qu'il a voulu finalement proposer au réseau jésuite d'enseignement. Et je vais vous montrer 2 exemples que j'ai ramenés d'Amérique latine pour montrer un peu ce qui se cherche ailleurs dans le monde. Un premier, c'est au Paraguay, dans la ville d'Asunción, donc la capitale, un collège qui s'appelle Cristo Rey, Christ Roi, au niveau de l'innovation pédagogique. En fait, il y a une chose qui m'a pas mal marqué, c'est que, vous savez peut-être que à Barcelone, et donc chez les jésuites catalans, il y a eu toute une innovation pédagogique qui a assez marqué voilà, le domaine de l'éducation jésuite. Et eux, ils se sont dit vraiment comment on va mettre ça en œuvre dans nos établissements. Et donc, ils ont formé un projet qu'ils ont appelé ICATUV, ça veut dire oui, c'est possible, voilà, c'est en guarani, voilà, comme on parle. Et ils se sont dit, on veut transformer nos établissements avec une visée de former des personnes pleinement épanouies qui, à partir de leur projet de vie, s'engagent pour construire une société nouvelle. Ça, on peut dire que c'est assez basique hein, dans les établissements jésuites. Et notamment, ils veulent transformer les apprentissages tout en restant liés aussi à l'éducation nationale du Paraguay. Mais comment transformer, notamment par un apprentissage par projet, notamment avec les intelligences multiples. Et pour réfléchir ça, c'est une des choses aussi de ce projet, c'est qu'ils se sont mis en réseau avec d'autres établissements qui ne sont pas forcément seulement de la Compagnie de Jésus. Voilà. Donc ils se sont mis en route avec d'autres réseaux éducatifs présents au Paraguay. Voilà, c'est un projet en cours, donc voilà, ils cherchent un peu à renouveler leur pédagogie à travers de l'innovation. Et donc un peu voilà, ce qu'ils cherchent au niveau mondial, qu'ils essaient eux de prendre à bras le corps et de se dire comment finalement enseigner de façon nouvelle aujourd'hui au XXIe siècle. Un deuxième exemple, Éduquer pour la justice, c'est un collège en Uruguay, donc dans la capitale, le grand collège de centre-ville assez traditionnel. Et en fait, ils ont proposé, et depuis assez longtemps, de faire des mouvements de jeunes en disant finalement comment on va éduquer à la justice. On peut faire des programmes obligatoires, mais on peut aussi aider avec des mouvements de jeunes, un peu comme des scouts, mais locaux, voilà, qui sont exactement de l'établissement. Ça n'existe que sur l'établissement. Donc c'est pour les plus jeunes. Les horneros, c'est une sorte voilà, c'est un oiseau, quoi. Je ne sais pas exactement comment on le traduit en français. Et puis sinon, il y a les castores, donc les castors, qui font, alors à 15 ans, ils construisent des maisons, parce que là-bas, il y a des bidonvilles aussi, et il y a des gens, donc comment on construit des maisons. Ils vont dans des paroisses faire des animations, dans des cantines sociales, donc on dirait en première, et puis en terminale, ils vont vraiment à la rencontre des personnes qui sont isolées ou qui sont à la rue. Et ce qui est assez original, c'est que c'est du coup de façon volontaire, mais finalement, il y a une large partie des promotions qui s'y engagent. Et l'encadrement est fait par les anciens. C'est-à-dire que c'est un mouvement suffisamment fort pour que les anciens, alors qu'ils travaillent, qu'ils ont voilà, leur vie à part ailleurs, eh ben, animent
et encadre les jeunes pour les éduquer à la justice, et alors qu'ils sont de milieux privilégiés, finalement comment se mettre au service concrètement dans un engagement volontaire mais fort, voilà, au service des autres. Voilà, au niveau donc, européen, il y a aussi ce qu'on appelle le GECSE, donc c'est aussi un rassemblement, enfin, ou un réseau des établissements scolaires jésuites européens. Donc il y a une coordination au niveau des délégués de chaque pays qui donc, se forment, mais il y a aussi des formations et colloques. Par exemple, il y a eu dernièrement pour les chefs d'établissement une formation sur la protection des personnes par rapport aux abus, hein, qui a été apparemment très marquante. Et il y en aura d'autres prévues d'ailleurs sur ce sujet. Et puis régulièrement, il y a aussi des questions pastorales. En tête, par exemple, il y a 2 ans, c'était pour le premier degré, comment parler de Jésus. Voilà, on se dit comment on parle de Jésus. Donc, là, on invite un peu plus largement chefs d'établissement et puis ceux qui sont dans l'animation pastorale et ceux qui souhaitent rejoindre. Donc voilà, une animation de réseau qui propose des formations et finalement de partager des réflexions. Voilà, quand on élargit l'horizon, en France, on a aussi donc d'autres réseaux. Un réseau, donc on a Ignace de Loyola Éducation, Association Ignace de Loyola Éducation à ILE, et puis on a à côté un autre réseau, le réseau Loyola Formation, voilà, qui s'est structuré il y a quelques années, qui essaie de rejoindre les jeunes qui sont peut-être plus en délicatesse avec l'enseignement traditionnel, et en tout cas les aider à avoir, comme ils mettent, un projet, un métier et à se construire un avenir. Et ça passe par 3 types de structures. Les centres d'accompagnement scolaire, les arpèges, donc on pourrait mettre Bordeaux aussi, mais je ne sais plus exactement, on m'a dit que c'était pas forcément encore... Enfin, ça avait commencé à fonctionner et puis que ça continuera peut-être de se remettre en route. Les écoles de production et les centres de formation continue. Donc si on prend les arpèges, donc c'était né à Paris, et puis ça s'est développé autour notamment des lieux où il y a des établissements scolaires, les établissements scolaires jésuites, mais pas seulement. Donc c'est l'idée d'une boutique pour que ça soit un accès facile pour les familles, plutôt dans les quartiers populaires, pour que les familles et les jeunes poussent la porte et puis viennent dire « moi je suis un peu en difficulté, j'ai envie d'être aidé ». Et du coup ça veut dire Association pour la réussite des parents et des enfants. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'un contrat qui est signé pour un nombre d'heures déterminé entre l'adulte, donc les parents, l'enfant et la structure. Et du coup après un accompagnement avec des bénévoles qui sont là dans la boutique pour accueillir au moment donné. Donc c'est une sorte un peu de, on peut dire, de contrat, finalement presque comme un type commercial, même si voilà, on demande un peu d'argent, mais c'est des bénévoles qui l'animent, et puis voilà, c'est l'idée dans les quartiers populaires d'aider les jeunes par le soutien scolaire. Il y a à côté de ça les écoles de production. Donc l'idée là c'est pour ceux qui ne sont vraiment pas très heureux dans l'école et d'être assis sur une chaise et d'apprendre, de se dire qu'on va apprendre des métiers manuels en fabriquant des choses qui sont vendues donc dans l'industrie. Donc on prend l'exemple ici de la FEP, Association forésienne d'écoles de production à Saint-Étienne, qui propose 3 formations en usinage, en métallerie et en textile, et qui par exemple au moment du Covid a fabriqué des masques, voilà, qui mettaient pour les sous-traitants, comme sous-traitants des grands entreprises textiles qu'il y a à Saint-Étienne par exemple. L'usinage c'est pour l'industrie, la métallerie c'est beaucoup pour les particuliers. Et donc comment en fabriquant des pièces qui doivent être bonnes parce qu'elles sont vendues, voilà, et pas comme dans le lycée professionnel où après finalement c'est mis à label. Voilà, là c'est vraiment vendu, donc il y a un besoin de qualité. Et après on reprend finalement un peu au tableau l'occasion, tiens la cote comment il faut la faire, on fait un peu de géométrie, on fait un peu de français, et voilà. Donc on aide finalement à avoir une qualification professionnelle en fabriquant. Et puis il y a toute la partie centre de formation continue, donc pour adultes. Il y en a une au Marais Sainte-Thérèse, donc toujours à Saint-Étienne, donc qui est là au lycée professionnel et qui utilise ou pas d'ailleurs les mêmes plateaux. Et en fait les centres de formation continue, c'est vraiment l'idée d'aider les adultes à soit augmenter en compétences, soit même
pour ça qu'on a par exemple des partenariats avec le Pôle emploi, à retrouver un emploi dans des secteurs en tension. Donc ça fait partie de ces outils que finance aussi quelque part l'État à travers des formations pour amener les gens qui sont peut-être loin de l'emploi ou mal dans leur emploi vers des métiers où il y a des débouchés. Et donc ça se fait aussi avec les entreprises locales. Par exemple sur la soudure, il y a d'énormes demandes. Il y a des formations, découverte de la soudure, formation perfectionnement dans la soudure, quelqu'un qui a envie de progresser, qui va apprendre un nouveau type de soudure, et ça se fait donc par des contrats. Ça peut être une journée ou ça peut être 3 mois, 4 mois de formation. Voilà, c'est variable. Donc ça permet vraiment des reconversions professionnelles et puis avoir des diplômes professionnels. Ça me permet de dire aussi, peut-être la 10e chose qui était dans le document, de se dire la formation continue. La formation, voilà, c'est vraiment un outil de justice sociale. Et j'aime bien rappeler que c'est comme ça qu'est né le Marais Sainte-Thérèse, où c'était un jésuite, le père Denis Jourjon, qui étant proche voilà, d'ouvriers, de jeunes ouvriers dans un quartier de Saint-Étienne, s'est dit comment on va les aider. En gros, dès 12-13 ans, ils doivent être à l'usine. Et comment on va leur donner un enseignement qui va leur permettre de progresser, peut-être de devenir contremaître. Et donc ils ont commencé en cours du soir. Alors, en cours du soir, en disant après le travail, venez, on va vous faire apprendre. En fait, après ils ont évolué en école de production parce qu'ils se sont dit ça marche pas super bien, ils sont un peu fatigués le soir. Donc ils se sont mis en fait à produire des choses qui sont vendues parce qu'il fallait donner un peu d'argent à la famille en échange du fait qu'ils soient à l'école et pas dans l'entreprise. Et puis voilà, après ça se changeait, lycée technique, lycée professionnel. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça se fait beaucoup dans ce que j'ai vu en Amérique latine, où les écoles en fait sont ouvertes le soir, entre 20h et 23h, pour les adultes. Et c'est vraiment une occasion de mettre l'outil de l'école au service des adultes qui soit viennent apprendre finalement à écrire, à avoir les compétences, on va dire générales, mais aussi les outils comme les lycées professionnels et autres, on les ouvre pour qu'ils puissent apprendre et donc progresser dans leur vie et sortir peut-être de la pauvreté et en tout cas d'augmenter, d'avoir une espérance finalement d'évoluer un peu dans la société. Donc c'est vraiment des outils très forts de justice sociale. C'est pour ça que c'est aussi dans un centre de formation continue, il est lié à un lycée professionnel, mais il fait partie du réseau Loyola Formation. En fait, ils ne font pas que l'industriel, ils font l'industriel, la sécurité par exemple, la soudure, de la diététique, des gestes et postures, vous voyez un peu, formation à la relation. Donc c'est tout un tas de formations différentes et en fait ils recherchent un peu de savoir où est-ce qu'on peut être utile en lien avec les besoins locaux. Et donc là on voit un autre exemple d'une qualification finalement de plombier avec des soudures tout à fait particulières. Donc c'est ça que ça peut permettre. Voilà. Je passe maintenant et pour finir à ce réseau Fe y Alegria, foi et joie, qui veut donc proposer une éducation de qualité aux marges de la société. Et donc c'est un principe. On nous dit Fe Alegria commence où s'arrête l'asphalte, où n'arrive ni la lumière ni l'eau, où la ville change de nom. Donc en fait, ça veut dire quoi? On va le voir tout à l'heure, c'est par exemple les bidonvilles. Mais c'est aussi des lieux dans les campagnes un peu isolés. Et en fait, c'est des lieux où l'État ne finance pas la formation, ne finance pas les écoles. Et c'est pour ça que les villes ou les rues changent de nom. C'est que j'ai vu par exemple à Asunción, les bidonvilles, ils ne sont pas sur les plans. Ils n'ont pas de nom officiel, il n'y a pas de reconnaissance parce que c'est des terres en fait, où les gens sont venus de la campagne, ils se sont installés là, ils n'ont pas les titres de propriété. C'est pareil dans la campagne. En fait, voilà, on va dans des endroits, on n'a pas les titres et du coup l'État, il ne veut pas non plus reconnaître. S'il met une école, c'est qu'il reconnaît que ça existe et que du coup ça donne une légitimité à ces gens. Mais en fait, il ne veut pas. Donc, en fait, c'est un peu un no man's land éducatif et c'est là-dessus qu'est né Fe y Alegria. Se dire, c'est pas normal que les enfants soient privés de l'école. Et donc c'est né au Venezuela en 1955 avec un jésuite qui s'appelait le père Velas. Et en fait, ça s'est très vite développé.
Voilà, bah ça c'est le type un peu bidonville, on connaît un peu ces images. Voilà. Et par exemple, dans des pays comme la Bolivie, il y a plus de 400 écoles. Donc il y a peut-être 10 écoles du réseau traditionnel et il y a 400 écoles Fe y Alegria. Donc ça donne une idée que finalement au niveau éducatif, au niveau nombre d'élèves, ben, dans certains pays c'est bien plus que ce qu'on peut toucher par les établissements scolaires traditionnels. Voilà, le développement, aujourd'hui on est plus de 1,5 million d'élèves dans le monde entier, et puis ça s'est développé en milieu francophone. C'est devenu foi et joie, alors particulièrement en Afrique, mais aussi par exemple en Haïti. En Haïti, il y a des écoles qui sont nées comme ça. Et puis il y a eu un congrès en 2019 où le supérieur général des Jésuites, toujours le père Sosa, a dit eh ben, ce modèle, il faut non seulement qu'il se développe en Afrique, mais en Asie. Donc il y a des projets de se dire comment on va développer en Asie. Certains disent ça peut être ou pas aussi en Europe. On pourrait par exemple dire si on va dans des camps de Rome par exemple, ben, ce n'est pas des camps non plus, ils n'ont pas les titres de propriété, il n'y a pas l'école, ben, ça peut être un lieu aussi, on peut dire que c'est des écoles qui peuvent être faites y aller. Voilà, je vous présente un peu des images du Tchad par exemple, voilà, donc ça change un peu d'univers, on n'est plus en Amérique latine, mais voilà, on a foi et joie, donc c'est aussi donner un avenir qui est donc pour les enfants ou dans le milieu professionnel. Voilà, donc c'est aussi, ils ont des structures professionnelles là-bas aussi pour éduquer. Et on peut voir, voilà, ce sont aussi des jeunes et parfois de jeunes adultes. Voilà. Donc foi et joie aussi existent au Tchad. Voilà, donc je prends après l'exemple du Paraguay, c'est ce que j'avais été découvrir. Un peu qu'est-ce que ça veut dire aux marges de la société, hein, c'est par exemple, il y a un quartier donc tout proche des bidonvilles, et donc l'école est construite juste à côté, c'est le quartier en fait, et c'est donc lié au quartier, ce qu'on appelle le Bañado Sur, on va deviner un peu pourquoi. Bañado ça veut dire baigner, et en fait à la fois au nord comme au sud de la ville, à Asunción, c'est des zones inondables, parce que le Paraná qui passe là, c'est le fleuve, pendant les pluies ça monte de 8 mètres de haut, donc on imagine, si à Bordeaux, l'eau montée de 8 mètres, il y aurait beaucoup de zones inondées. Et donc, comment on fait dans ces cas-là? Les gens ils vont en ville et ils vivent en fait dans des cases comme ça où il n'y a bien sûr ni eau, ni électricité, ni rien. Il y a une promiscuité très grande des familles. Voilà. Et une petite image de l'école, hein, quand elle est inondée, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent les meubles et ils mettent un peu à l'abri et ils vont dans une autre école. Donc ils essaient de cohabiter avec une autre école pour pouvoir continuer l'enseignement. Quand on va aux marges de la société, finalement ce qu'ils ont développé, c'est des réseaux de cours par correspondance soutenus par une radio. Par exemple dans les prisons, comment on rejoint les gens dans les prisons, et par la radio, et certains du coup peuvent, grâce à ça, avoir des connaissances augmentées, peut-être avoir des diplômes grâce à la radio et à des documents qu'on peut donner de formation. C'est pareil dans les campagnes isolées pour les adultes. Un des traits de Fe y Alegria, c'est de partir de la culture locale et notamment des langues et cultures du lieu. Par exemple, au Paraguay, c'est le Guarani, donc c'est la population originaire qui reste majoritaire, et les gens des campagnes, les gens des quartiers parlent le Guarani, et l'État en fait, qui est l'État colonial, un peu espagnol, enseigne tout en espagnol. Et là-bas, on commencera, pour les petits, à enseigner en guarani, avant d'apprendre l'espagnol, et à partir du guarani, à partir de la culture guarani. Et donc, c'est un renversement par rapport à l'État, qui lui pense que tout le monde parle espagnol, et va enseigner le guarani comme une deuxième langue. Donc, dans les États où il y a des peuples qui ne parlent pas cette langue-là, c'est une autre approche qui est finalement plus proche des gens. On commence à se traduire en Amazonie, à Moros, en Ignacio de Moros. On repart des traditions locales, des cultures locales, voilà, pour enseigner, et on part vraiment d'eux. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, ça c'est ce qu'ils appellent là-bas l'Ignaciano, hein, il y a une ville, une langue là-bas qu'ils ont appelée l'ignacien. Et donc, voilà, ils enseignent à partir de ça. Et puis dans les Andes, voilà, je vous montre un peu comment ça se traduit. Ça c'est à Urcos, pas très loin de Cusco. Voilà, des écoles, voilà, on retraduit
Par exemple, ils font un projet, c'est autour du soleil, parce que là-bas, le soleil, c'est très important. Le culte du soleil. Et donc, ils vont partir de la culture locale. Une autre chose, c'est que du coup, étant dans les quartiers populaires, ils ne veulent pas les laisser dans l'état où ils sont. Donc, ils appartiennent à ce grand mouvement d'éducation populaire qui essaie d'outiller les habitants pour transformer leur réalité et sortir de l'injustice. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. Voilà. Du coup, déjà, ça passe par une responsabilisation. Moi, j'ai trouvé assez marquant que le ménage, il n'y a pas de personnel de ménage, hein, c'est les élèves avec leurs professeurs qui nettoient. Et les parents, on a dit, vous devez une journée de travail pour construire, pour repeindre, pour faire des gros travaux dans l'établissement. Voilà. Donc, il y a, à travers ça, c'est dire aussi que les écoles, elles mettent souvent des parents aussi, qu'on met dans la boucle, qu'on implique dans l'établissement, et donc ça se construit avec eux. Des choses qu'ils visent finalement pour transformer la société, peut-être dans le milieu latin, c'est très fort la question du rapport inégal entre garçons et filles, et du coup, il y a quelque chose de très fort comme axe, c'est l'égalité de genre. Mais par exemple, il y a aussi formation au travail, donc ça c'est l'idée de donner des clés d'accès au monde du travail formel, puisqu'il y a beaucoup de travail informel. L'école du soir, là, pour les professionnels, je vous en ai parlé. Et puis 2 programmes que je vais reprendre un peu. Comme c'est des quartiers où il y a beaucoup de violence, notamment à cause de la drogue, ils font des programmes à tout niveau ça s'appelle Convivienza Pacifica, on peut dire convivence pacifique, comment on apprend à vivre ensemble de façon pacifique. Donc voilà, ça passe par des scénettes, des choses qui vivent, des formations. Voilà, comment, par exemple, des classes, parfois, chaque semaine, s'arrêtent et se disent où est-ce qu'on a eu des problèmes de violence entre nous, et puis on en prend une ou deux, on le traite, et on regarde comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, et comment petit à petit, on désamorce la violence à l'intérieur de l'établissement. Et puis, ce qu'on va voir après, avec les leaders, on essaie de voir aussi comment on a un accès à l'extérieur qui va toucher notre quartier, notre communauté. Et donc il y a tout un programme qui commence en 12 ans, 13 ans, voilà, pour les volontaires, pour ceux aussi qui sautent, de formation de leader, qui est quand même une assez grosse formation, qui passe par reconnaître mon pouvoir de citoyen, savoir sentir la réalité, parce qu'ils disent par exemple, l'injustice, la violence, au bout d'un moment on est blindé contre, et notre cœur il est plus ouvert à ça. Donc on va rouvrir notre sensibilité pour ressentir le mal que ça fait. On va essayer de comprendre, on met de l'intelligence pour se mobiliser, et puis on va voir comment d'être ensemble à plusieurs, c'est plus, avec l'organisation, ça va être bon. Et puis à la fin, comment on a des actions qui vont toucher à la fois les réseaux sociaux, mais aussi la politique, notre quartier, notre école. Comment on peut transformer la réalité. Par exemple, là on les fait réfléchir sur qu'est-ce que ça peut être un centre d'étudiants, qu'est-ce qu'il faut dedans. Donc c'est des élèves qui présentent, et donc voilà, ils ont plutôt 13-14 ans, voilà, comment ils sont outillés finalement, les volontaires, les leaders, pour prendre la parole, pour commencer à transformer leur quartier. Puis je finis avec l'aspect recherche pédagogique, j'en ai parlé dans l'autre réseau. En Uruguay par exemple, j'ai trouvé ça dans une école Fe Alegria, où ils utilisent vraiment les savoirs à partir de projets qui utilisent les intelligences multiples. Donc ils disent, voilà, tout ce qu'on va faire, là c'est sur la Terre par exemple, la galaxie est en danger, où va-t-on? On traite ce sujet à travers différentes approches. C'est ce qui se cherche et qui est assez intéressant, me semble-t-il. Et avec ça, c'est fini.